Bonjour à tous et bienvenue pour ce LinkedIn Live consacré aux résultats d'un an d'enquête du baromètre Expat Communication, donc l'année 2021 vue par les expatriés. Et effectivement, 2021 est une année particulière, crise sanitaire, fermeture des frontières, homeschooling, tout autant de désorganisation de nos vies quotidiennes pour nous tous, mais qui ont eu un impact particulier pour les expatriés. Alors, c'est à ça que va s'attacher le baromètre de l'expatriation, puisque son objet, c'est de déterminer l'impact de la mobilité internationale sur la vie et la carrière des expatriés. Donc, Sabine Garnier-Posé, qui est à Dubaï, qui est chef du projet Baromètre Expat Communication, va nous présenter tous ces résultats. Avant de donner la parole à Sabine, je suis très heureuse d'accueillir tous les membres du baromètre, du board du baromètre de l'expatriation, de Expat Communication. Merci à tous d'être là. Donc, c'est vous qui avez rendu possible toutes ces enquêtes et vous allez intervenir au fil de cette présentation pour nous présenter les perles des trouvailles des différentes enquêtes du baromètre de l'expatriation. Donc, mesdames, messieurs, à tout à l'heure. On va vous retrouver chacun votre tour pendant ce live. Maintenant, il est temps de commencer et d'abord de remercier tous les expatriés parce que sans votre engagement, à vous tous qui avez répondu, donc il y avait des enquêtes tous les mois pendant un an, donc c'est lourd, et vous avez répondu, et donc on se sent une charge comme redevable envers vous, expatriés, de transmettre au mieux tout ce que vous avez pu nous dire et tous les messages que vous avez fait passer. Dernière préalable, c'est de vous présenter ce baromètre. Qui est Expat Communication? Pourquoi un baromètre Expat Communication? Parce que depuis 2001, la mission d'Expat Communication, c'est d'identifier et de transmettre les clés d'une expatriation réussie. Donc, pour ça, on a besoin de data, on a besoin de bien comprendre, surtout dans un environnement aussi volatile que celui du Covid. Nous sommes heureux de pouvoir lancer ce baromètre qui, pour s'adapter au contexte de l'année 2021, est devenu beaucoup plus agile, beaucoup plus réactif. Sabine va nous expliquer comment. Ce qui est important déjà, c'est juste que vous compreniez que ce baromètre va permettre à Expat Communication et à ses partenaires, membres du board, qu'ils soient entreprises ou prestataires, de collecter les clés d'une expatriation réussie et ensuite de les transmettre via des formations, des accompagnements, des services, des politiques de mobilité. Et c'est ce qu'on fait depuis un an. Je laisse maintenant la parole à Sabine, donc chef de projet du baromètre, qui va nous présenter tous ces sujets en très peu de temps. Première question, Sabine. Sur le plan technique, comment a été menée cette série d'enquêtes? Alors, cette série d'enquêtes, Alix, elle a été menée donc, par le biais de 9 enquêtes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 9 enquêtes mensuelles qui ont été diffusées en ligne auprès de réseaux d'expatriés à travers les réseaux sociaux, les audiences d'expatriés de nos partenaires diffusion, les collaborateurs des membres du board ou leurs clients. Donc, un panel très large avec plus de 6000 réponses, plus de 8000 verbatim, 137 pays qui ont participé à l'enquête et un nombre de nationalités de 86 nationalités qui ont répondu tout au long de l'année. Encore un grand merci. Dont la première vocation, c'était de mesurer le niveau de morale des expatriés dans cette année très compliquée pour eux. On se doute que ça n'a pas été toujours facile, Sabine, mais alors est-ce que le niveau de morale des expatriés a bougé au long de cette année 2021? Oui, le niveau de morale des expatriés a bougé. Il a été mesuré la première fois en février. Il s'avère être correct. On a un niveau de 61 qui a progressé pas beaucoup, mais quand même un petit peu tout au long de l'année, avec une particularité, même si le niveau reste bon, c'est qu'il est quand même de près de 20 points inférieur à une moyenne habituelle, notamment le niveau qui avait été calculé en 2019. Donc, une année un moral qui est correct, mais qui est bas. Oui, qui est correct, mais qui est bas, mais qui reste correct compte tenu de la crise sanitaire et de toutes les restrictions dont l'année 2021 a été rythmée. On a une disparité dans tout ce niveau de morale et notamment, alors il y en a beaucoup des disparités, mais on va s'attacher à une aujourd'hui puisqu'on peut pas tout voir, la disparité géographique. On s'aperçoit qu'en février, on avait un niveau de morale un petit peu plus élevé dans les pays ensoleillés. On en avait titré qu'est-ce qu'il fait meilleur au soleil.
Et au fur et à mesure de l'année, cette tendance finalement s'est nivelée et on est arrivé au mois de novembre avec un niveau à peu près généralisé sur l'ensemble de la planète qui reste correct, mais qui n'est plus aussi décalé d'un continent à un autre, avec une exception notable qui est l'Océanie. L'Océanie où les mesures anti-Covid ont été très fortes, donc c'est un continent qui est resté assez isolé. Donc à l'intérieur, tout va très bien, c'est ce que nous disent les expatriés, mais par contre, d'en rentrer, d'en sortir, c'est très compliqué. Et au bout de près de 2 ans, ben, ça commence à faire long. Et donc, c'est là où on ressent la lassitude, la fatigue, ce qui explique ce niveau de morale relativement bas, pour le coup, en Océanie, au mois de novembre. Et un niveau de morale bas qu'on va retrouver dans beaucoup de pays enclaves comme ça, qui sont restés très fermés, je pense à Singapour notamment. Merci beaucoup Sabine pour ces détails. Alors il y a des tas et des tas de croisements, d'analyses plus fouillées que vous retrouverez sur la synthèse détaillée, enfin la synthèse détaillée, pardon, sur la synthèse annuelle dont on vous donnera les références à la fin de ce LinkedIn Live. On passe au sujet suivant, et le sujet suivant, c'est l'impact de cette crise sur les conditions de vie et la santé des expatriés. Alors, rassurez-vous, on n'a pas fait un énième classement pour savoir s'il vaut mieux habiter à Singapour ou à Taïwan. On est plus rentré dans le fond du sujet. Qu'est-ce qui fait que les expats partent ou ne partent pas en expatriation? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont satisfaits ou pas une fois qu'ils y sont, avec un focus sur la santé? Qu'est-ce qu'on a appris, Sabine, de ces axes-là? Alors, on a appris que deux thèmes sont particulièrement chers aux expatriés, l'accès aux soins, donc la santé, et la sécurité. Le thème le plus important pour les expatriés, on leur avait demandé de faire un classement avant de donner leur niveau de satisfaction. Le thème le plus important pour eux, c'est l'accès aux soins. Et celui qui serait le frein au départ, si on peut dire, ce serait la sécurité. Alors, avec une particularité, c'est que l'accès aux soins, on ne la retrouve pas en termes de satisfaction. C'est ce qui est le plus important pour eux, mais par contre, c'est au niveau satisfaction, on le retrouve absolument pas dans le top 4. Il apparaît même en 10e position, donc ce qui est très très bas. Alors que la sécurité, il y a une cohérence. Ils y attachent beaucoup d'importance et c'est aussi quelque chose qui les satisfait pour rester en expatriation dans leur pays. Et l'autre bonne nouvelle de ce thème, c'est l'accessibilité du pays d'origine qui est restée très satisfaisante pour les expatriés. Et on sait qu'avec toutes les restrictions de voyage, les fermetures de frontières, pourtant c'est une année qui a été très très compliquée et l'accessibilité a été assez difficile tout au long de l'année. Malgré tout, c'est le thème le plus satisfaisant en termes de conditions de vie pour les expatriés. Donc la sécurité très importante et satisfaisante, la santé excessivement importante et mauvaise satisfaction, donc c'est un point clé pour les expatriés. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qui est important pour les expatriés? Ce qu'on leur a demandé au niveau de la santé, il apparaît que les 3 postes les plus importants, c'est la qualité des soins, le niveau d'équipement et l'accès à différentes spécialités médicales. Ils ont vraiment ces 3 postes qui sont prioritaires et le prix des soins n'est pas leur première préoccupation. C'est pas ça ce qui les intéresse en priorité quand ils s'occupent de ce qu'ils vont trouver en expatriation au niveau de la santé. Mais je vais laisser la place à un expert pour en parler. Voilà, parce que donc santé, priorité, en plus en année de crise sanitaire évidemment, et pourtant forte insatisfaction. Donc on est content d'avoir parmi nous Jean-Christophe Pandolfi, qui est le CEO de Santé Expat. Santé Expat, c'est un courtier en assurance santé pour les expatriés. Jean-Christophe, qu'est-ce que tu peux nous dire de ces résultats? Bonjour à tous. Le point majeur relevé par ces enquêtes, sur lesquelles nous avons passé beaucoup de temps et qui a relevé énormément de points, mais le point majeur à relever, et comme le disait Sabine, c'est le décalage entre, d'une part, la forte attente des candidats à l'expatriation sur l'accessibilité aux soins, et d'un autre côté, lorsque les personnes sont à l'étranger, sont expatriées, il y a un fort niveau d'insatisfaction sur cette accessibilité aux soins. Et en fait, c'est le constat
c'est le constat qu'en France, nous disposons probablement du meilleur système de santé au monde. On ne se pose jamais la question en France, est-ce que je vais être bien soigné, puisque la qualité de l'enseignement de la santé est relativement le même sur tout le territoire et de très très bonne qualité. Et on ne se pose pas non plus la question combien ça va me coûter, parce que la sécurité sociale et mutuelle font le travail. Par contre, à l'étranger, on ne retrouve jamais ça. Et fort de ce point de vue, lorsqu'on est à l'étranger, on se retrouve dans des systèmes de santé qui sont totalement différents du nôtre, avec des coûts de santé qui sont totalement différents, des parcours de soins qui sont différents. Et en fait, le constat de cette différence entre l'attente et l'insatisfaction réelle, c'est le fait que les expats ont besoin d'informations sur le système de santé du pays d'accueil, sur les parcours de soins, éventuellement sur les protocoles sanitaires, c'est-à-dire comment telle pathologie est traitée, etc. Parce que d'un pays à l'autre, même si l'OMS fait son travail en dictant des protocoles internationaux, chaque pays a une façon de traiter une pathologie. Et en fait, c'est cette problématique d'information, en fait. Il faudrait peut-être mieux préparer les expatriés. Alors là, c'est pas une critique pour les DRH, hein, qui font, pour la plupart très, très bien leur travail. Mais depuis 2009, on se rend compte que, autant en 2009, 80 des expats étaient sous contrat de travail français, donc étaient relativement bien préparés à leur expatriation, y compris sur la partie santé. Mais depuis 2009, c'est une totale inversion de ces chiffres. Aujourd'hui, on a 80 des Français à l'étranger qui sont en contrat de travail local, donc avec probablement moins de préparation de leur employeur, qui la plupart du temps n'est plus français de fait, et donc n'est pas préparé au système de soins, au parcours de soins du pays d'accueil, et lorsqu'il est confronté à sa pathologie, est un peu perdu et surpris que ça ne se passe pas comme ça l'était en France. Donc il y a des courtiers pour ça, nous, mais aussi d'autres, sommes là pour accompagner et informer les expats et les Français à l'étranger sur ces parcours de soins, comment faire dans telle et telle situation, et les préparer à ça ou les accompagner lorsque l'urgence arrive. Et je vais essayer d'être bref. Je suis peut-être un peu long. Les assureurs pendant le Covid, donc le Covid a apporté une bonne chose, c'est la démocratisation de la téléconsultation, qui permet aux expats de pouvoir consulter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans leur langue maternelle. Parce qu'en France, on n'est pas très bon en langue étrangère, et sur la santé, il vaut mieux exprimer sa pathologie dans sa langue maternelle, on est beaucoup plus à l'aise, et aussi c'est beaucoup plus simple pour comprendre le diagnostic du médecin. Donc la téléconsultation s'est démocratisée, ce qui a facilité l'accessibilité aux soins et surtout la compréhension du diagnostic et du traitement à avoir. Donc là, merci aux assureurs et merci au Covid, on peut lui dire merci pour ça. Voilà. Merci Jean-Christophe. Donc un point majeur dans l'enquête, ça a été vraiment un des grands apprentissages, ce besoin d'information des expatriés dans le domaine de la santé. Je passe vite au sujet suivant, parce que comme vous l'avez compris, on a beaucoup de choses qui sont ressorties de cette enquête. Le sujet suivant n'a pas fait l'unanimité chez les expatriés, mais ils ne se sont pas précipités pour y répondre. Sans doute parce qu'il y avait un lièvre, parce que les résultats, en revanche, ont été absolument passionnants cette nuit. Oui, le sujet suivant, c'était les compétences et l'impact sur la carrière professionnelle. Donc, on va commencer par les compétences, et le bilan est largement positif. On voit que 95% plébiscitent l'expatriation pour le développement des compétences. Donc, c'est un vrai booster, l'expatriation. Et l'autre point qui a été mis en avant, ce sont les 2 compétences essentielles que les expatriés disent qu'il faut avoir pour pouvoir réussir son expatriation. C'est l'adaptation et l'ouverture d'esprit. Des compétences qui sont plus des soft skills que des hard skills. Et là-dessus, je vais laisser intervenir Vincent Turc de la Banque de France, qui lui va nous expliquer, donc, entre les hard skills et les soft skills, Vincent, c'est à vous. Ok, Sabine, merci. En expatriation, on a vu, les collaborateurs affûtent souvent leur sens de l'adaptation. Ils développent fortement leur capacité à gérer l'incertitude ou l'inconnu. Donc, sur les soft skills, c'est un grand satisfecit. C'est un peu plus compliqué sur la partie hard skills, les compétences techniques, parce que souvent, les expatriés sont coupés des dispositifs habituels de formation. Et les expatriés sont nombreux aussi à considérer qu'ils sont envoyés en tant qu'experts.
dans une filiale, dans une institution, une autre entreprise, et qu'ils sont là pour apporter leurs compétences et leur expertise, sans avoir vraiment l'occasion de développer de nouvelles compétences techniques. Généralement, en discutant avec les collaborateurs expatriés, en étudiant aussi les réponses à l'enquête, on voit qu'ils ont développé malgré tout en plus des compétences très importantes, des compétences stratégiques, managériales parfois, des compétences interculturelles. Et ça, c'est quelque chose de vraiment précieux qu'il faut savoir valoriser, rendre concret, mettre en évidence. Et l'enjeu, quelque part, pour préparer l'étape d'après, le poste d'après, ou le retour dans des équipes à la maison mère ou au siège, c'est souvent une étape un petit peu compliquée à appréhender. Il faut quelque part que l'expatrié ait bien conscience qu'en plus de son expertise technique, il a développé un tas de soft skills qui vont être très, très importants et qui sont très recherchés par les entreprises. On voit bien partout maintenant, quelles que soient les fonctions occupées, que le changement est omniprésent, que la façon d'exercer une fonction change à un rythme de plus en plus fréquent. Et au-delà de compétences techniques, toutes les équipes ont besoin aussi de recruter des personnes qui savent appréhender le changement, qui sont habitués, qui savent s'y adapter et qui vont aussi savoir entraîner d'autres collaborateurs dans l'accompagnement du changement. Donc, quelque part, il y a une réflexion à avoir. Et ce qui est un petit peu surprenant aussi, peut-être pour terminer, c'est ce paradoxe qu'il y a entre des expatriés qui n'ont pas tellement confiance envers leur employeur pour valoriser cette expérience d'expatriation et les nouvelles compétences soft et hard de développer, alors qu'en réalité, ils ont un vrai socle de compétences qui va vraiment être très, très utile. Donc, il y a vraiment tout un parcours à co-construire entre expatriés, managers, fonctions RH, pour faire des expatriations une réussite. Merci beaucoup, Vincent. On voit bien là l'articulation du baromètre avec l'intervention de Jean-Christophe Pandolfi, où c'est un prestataire qui se dit comment, à partir de ça, améliorer l'accompagnement des expatriés, où sont les besoins. Et là, la lecture de Vincent Turck, donc RH à la Banque de France, qui lui, il voit les moyens d'optimiser le suivi de ses collaborateurs, aussi bien dans la politique de mobilité, mais là on voit même dans leur politique RH. Parce que Sabine, question de fond, l'expatriation, c'est bon pour la carrière ou pas? On a dit oui, on développe ses compétences, mais néanmoins en termes d'employabilité, c'est une question de fond. Ça n'est pas toujours si simple pour tout le monde. Alors, effectivement, le bilan est contrasté, mais comme le disait très justement Vincent juste avant, c'est vrai que les expatriés développent énormément de skills, soft et hard skills, et tout statut confondu, j'insiste sur le tout statut confondu parce qu'on va y revenir ensuite après, ça représente quand même un atout, l'expatriation, d'un point de vue de la carrière professionnelle. Les seuls pour qui le bilan est encore plus contrasté et le frein serait un peu majoritaire, ce sont les conjoints qui mettent souvent leur carrière entre parenthèses, qui se réinventent. Pour eux, c'est plus difficile, ils ont des parcours plus atypiques, donc ils estiment que ça pourrait être un frein. Pour les autres, ça reste un atout. Et 2 catégories d'expatriés ont été scrutées. Ce sont les collaborateurs qui sont envoyés par leur entreprise en expatriation. Pour eux, c'est un énorme atout. Ils sont 65% à plébisciter quand même l'impact positif de l'expatriation sur leur carrière. Et les collaborateurs partis de leur propre initiative sont un petit peu moins, mais ils sont quand même majoritaires. Alors, j'insiste sur les deux types de statuts, puisque ça va nous mener directement au thème suivant. Le statut d'expatrié, on sait que de quitter son pays entraîne souvent des modifications majeures. Alors, on les a étudiés sur 4 thèmes: l'assurance santé, la retraite, le régime matrimonial et la gestion patrimoniale. Oui, donc on voit là, c'est pas simple, ce que je voulais noter. Il y a des choses, enfin l'expatriation, on a vu qu'il y avait des choses à préparer, et notamment là, ce que tu nous développes, c'est les points sur lesquels l'expatriation va chambouler les équilibres. Donc, Vincent nous a parlé de la carrière. Là, tu nous emmènes, Sabine, vers les aspects plus liés à l'accompagnement santé, retraite, etc. Et donc, là aussi, il y a vraiment une préparation à mettre en place, un accompagnement spécifique. Or, tu nous dis que tous les expatriés ne sont pas à la même enseigne.
Non, ils ne sont pas tous à la même enseigne parce qu'ils n'ont pas tous le même statut. Certains sont accompagnés par leur entreprise, d'autres ne le sont pas. Alors, la majorité se préoccupe quand même des impacts que cela peut avoir sur les 4 thèmes que je viens de citer, mais ils sont quand même 77% à ne pas se faire accompagner. Donc, le pourcentage est très élevé. Et alors, de quoi ils ont besoin, les expatriés, quel que soit leur statut, expatriés, français de l'étranger, de quoi ont-ils besoin? Ils ont besoin d'un spécialiste. Alors, avoir un spécialiste sur tous les thèmes, c'est très difficile, ça a un coût. Ils sont majoritairement, ils ont envie d'être accompagnés, ils sont face à un dilemme. Est-ce que je peux me faire accompagner? Est-ce que j'ai les moyens de me faire accompagner? Et ils ont, en fonction de leur statut, un plus grand besoin ou pas d'être accompagnés. Donc cet accompagnement, Alix, on peut le voir sur le slide suivant, c'est 62% des expatriés qui souhaitent un spécialiste. Alors certains nous disent, mais c'est dantesque d'avoir un spécialiste surtout et toutes les questions qui se posent. Ils ont tout à fait raison. Et les expatriés qui partent de leur propre initiative sont encore plus dans le besoin de cet accompagnement pour pouvoir faire face à toute cette complexité de leur statut qui va changer, qui va évoluer forcément en quittant leur pays d'origine. Je pense que on a la chance d'avoir dans le board quelqu'un qui est un spécialiste de la question, qui pourra nous Edgar, en fait, qui lui intervient depuis la Suisse pour Sage International. Sage, c'est une entreprise qui fait du portage international, donc il y a une bonne vue de l'accompagnement des personnes qui sont déployées à l'étranger. Edgar, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce besoin d'accompagnement spécifique des expatriés en 2021? Alors, bonjour à tous déjà, merci de m'accueillir. Je dirais que 2021, c'est vrai que sur le moment, comme je pourrais faire le rapprochement aussi avec 2020, surtout donc nous qui gérons des personnes expatriées aux 4 coins du monde, on s'est dit avec le Covid, ça va être compliqué quand même, avec toutes les restrictions dans tous les pays, les confinements, etc. On s'est dit, oh là, peut-être ça va être compliqué. Et au final, on s'est rendu compte qu'on a eu beaucoup de nouveaux clients, justement de nouveaux expatriés, de nouvelles personnes qui ont fait appel à nos services. Parce que justement, la situation du Covid rend tout incertain. Et donc, les personnes, finalement, qui partent, qui trouvent des clients à l'étranger, n'ont plus forcément envie de créer leur propre société, leur propre entité. Ils préfèrent être salariés et se faire porter par nous. Ça leur évite bien des soucis, parce que nous, du coup, on arrive à voir en fonction des pays, c'est comment ça peut se faire, si c'est possible, etc. Eux, ils s'occupent de rien, ils se chargent juste de leur mission. Et puis même les grosses sociétés pour qui on gère les expatriés, ce qui les arrange, c'est notre flexibilité. Évidemment, au niveau du contrat de travail, ça évite à ces structures de s'engager sur plusieurs mois, plusieurs années. Ils peuvent même mettre des clauses spécifiques dans le contrat. Et donc, du coup, on a réussi à répondre finalement à un besoin de flexibilité qui était assez important avec cette histoire de Covid. Et il y a aussi autre chose que je tiens à rajouter, alors ça c'est même en dehors du Covid, c'est que nous, globalement, enfin moi ce qui est important en fait au sein de Sage, c'est que peu importe, c'est d'être réactif en fait. Donc comme on disait, c'est que les gens ils ont besoin d'être accompagnés. Et donc moi, peu importe le décalage horaire, ce que j'ai envie, c'est quand même que les personnes ils aient une réponse alors dans les 24 heures, mais bon, globalement, c'est à part s'il écrit vraiment en pleine nuit, mais c'est dans l'heure que la personne a une réponse. Moi, j'ai envie que la personne, peu importe où il est, il sente qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du fil, en fait. Et ça, c'est hyper important, justement, et ça les rassure. Donc là-dessus, on est capable de les renseigner sur tous les domaines qu'on gère, évidemment, assurance, santé, rapatriement, retraite, salaire, contrat, etc. Donc, une plus grande volatilité, une plus grande difficulté à prévoir et à s'organiser dans un monde en changement permanent, et du coup, un besoin de réactivité. Et comme le disait Sabine tout à l'heure, ce qui est vraiment sorti dans les chiffres, c'est que la personne qui va nous accompagner soit en ligne ou en présentiel, ça nous est un peu égal. Ce qui compte, c'est qu'ils connaissent l'expatriation, qu'ils soient un expert de l'assurance, de la retraite, super, mais qui connaissent les spécificités de nos besoins internationaux. Merci beaucoup, Edgar Lancette. De rien. On continue à dérouler les sujets et on en arrive au sujet qui est un peu au cœur du baromètre Expat Communication, parce qu'en fait, c'est pour eux qu'au départ, il y a 7 ans, on avait lancé le baromètre. Les conjoints expatriés, évidemment, Sabine, en 2021, homeschooling, difficulté à travailler, difficulté à prévoir, parfois retour anticipé, retour partiel de la famille. Ça a été très compliqué pour les conjoints expatriés en 2021.
Oui, ça a été compliqué, très compliqué. L'année 2021 met encore en évidence la place d'équilibriste qu'un conjoint doit avoir. 62% nous disent chercher encore leur place. C'est très difficile de s'intégrer, d'arriver à au moment du Covid, d'arriver dans un nouveau pays, de pouvoir garder des liens, de pouvoir continuer à avoir des activités. Donc oui, l'intégration des conjoints dans ce contexte pandémique a été beaucoup plus compliquée que d'habitude. D'autant plus qu'ils sont quand même une très très forte majorité, 83%, à vouloir poursuivre leur carrière. Et alors pouvoir continuer à travailler quand tout est fermé, qu'on a les enfants homeschooling, que tout ce qui fait la vie sociale est fermé ou est au ralenti en fonction de là où on se trouve, et ben ça complique quand même beaucoup la situation. Alors les conjoints, il faut pas les oublier, il faut quand même que les entreprises en tiennent compte. Et on a Sylvia qui est avec nous. Alice, je vais faire un peu ton introduction. On a beaucoup de chance d'avoir Sylvia parmi nous parce que ADO, donc Sylvia est responsable expatriation chez ADO. ADO, c'est le groupe Leroy Merlin, et beaucoup d'autres marques, mais c'est la marque phare du groupe ADO. Et ADO se distingue pas seulement par ses belles marques, mais aussi parce que c'est peut-être l'entreprise que je connais qui accompagne au mieux les conjoints expatriés depuis très longtemps. Donc Sylvia, tu as un poste avancé pour nous dire comment les conjoints ont vécu cette période et comment les entreprises ont pu les aider. Bon, bonjour à tous. Merci pour l'invitation aujourd'hui. En effet, ADO, c'est un regroupement, c'est une plateforme d'entreprise et nous, on gère en effet les collaborateurs de Leroy Merlin, d'ADO et de Brecoman aujourd'hui. La période Covid et cette période de pandémie, ça a été compliqué pour les familles. On a essayé de travailler là où on est bon. Je pensais en proximité, en simplicité. On a passé un coup de fil à tout le monde et à tous nos collaborateurs, mais aussi à nos conjointes. Et on a proposé aussi en disant, est-ce que c'est le bon moment d'appeler? On a demandé à nos dirigeants pays, est-ce qu'ils préféraient qu'on appelle en direct? On attendait, etc. Donc, on a mis en place une certaine stratégie pour dire que nous sommes présentes. Je pense que la notion de care était importante, c'est on était à l'écoute, on était là. On a une politique où on accompagne le ou la conjointe. Déjà, on l'invite en entreprise. Hier, j'étais avec une conjointe, c'est très important. Je pense qu'ils voient l'entreprise physiquement, qu'ils viennent au rendez-vous en entreprise. Et pendant la durée de la mission, qui sont souvent 3-5 ans, cette personne a tous les coordonnées de toute l'équipe mobilité. Il ou elle nous appelle et on n'attend pas que le collaborateur soit rentré le soir. C'est il ou elle qui va nous appeler et on va les accompagner au quotidien. Et parfois sur des questions très simples, des mises en relation, sur des questions plus compliquées, plus techniques, des questions au niveau de la famille. Et on voit le conjoint comme un atout. J'espère qu'on était au rendez-vous pour nos conjointes pendant 2019-2020. Pour nous, c'est un allié quand on va dans les BU, quand on va visiter notre expatrié au masculin ou au féminin. On prend le temps de les inviter dîner le soir, par exemple. Et du coup, ils nous donnent beaucoup d'informations. L'image du conjoint aussi a beaucoup changé. C'est des gens qui sont aujourd'hui très actifs dans le pays et ils tentent à l'être. Et c'est là où je pense notre rôle, c'est comment on peut faire pour faciliter autant l'expatrié qui part de la France, mais aussi nos collaborateurs qui arrivent en France. Comment on accompagne sur ce sujet-là. Il y a un enjeu aussi, le télétravail aujourd'hui permet aux conjoints peut-être de travailler un peu plus. Les entreprises bougent sur le sujet. Nous, on a eu un retour d'investissement par rapport aux conjointes aussi, c'est-à-dire que certaines conjointes, elles montent leurs entreprises, elles utilisent, on donne un budget formation et aujourd'hui on emploie ces personnes. On les utilise en interne en disant pour travailler avec pour les cours de langue, pour les formations interculturelles ou découvrir. Nous sommes basés à Lille, découvrir la ville de Lille par exemple. Et des coachs aussi. On a vraiment des profils qui sont très très actifs et
je pense que le fait qu'on a construit dans la durée et depuis un certain temps un lien avec nos conjointes, ça nous a aidés à passer ce moment de pandémie. Moi, aujourd'hui, je cherche encore à développer tout cet accompagnement. Et je profite aussi, s'il y a des conjointes qui nous écoutent, de dire merci pour tout ce qu'ils nous donnent. Et c'est un vrai retour pour nous en investissement. Merci beaucoup, Sylvia. Voilà des mots qui font certainement chaud au cœur à beaucoup de conjoints expatriés qui nous écoutent. Et merci de lancer cette tendance, et j'espère qu'elle sera suivie par beaucoup d'autres entreprises. Il y en a déjà beaucoup qui s'impliquent. C'est un mouvement de fou. Mais que vous avez contribué à créer. Donc, merci Sylvia et toute l'équipe mobilité d'ADO. On poursuit notre tour de l'année 2021 en expatriation avec un sujet alors là qui a fait carton plein auprès des expatriés, c'est celui de l'identité et de l'intégration. On avait intitulé l'enquête « Expat, où est chez vous ?» Et la réponse a été absolument passionnante, Sabine. Je crois que tu t'es régalée. Oui, ça a été un sujet phare de l'année avec un nombre de retours extraordinaires et un sujet qui a passionné et qui a engendré énormément de commentaires et deux grandes tendances, deux grands constats. Le premier, le sentiment très fort d'intégration que les expatriés ont dans leur pays d'accueil, une intégration qui passe aussi bien par la maîtrise de la langue que par l'apprentissage des codes culturels, que par des enfants qui sont multilangues, qui jonglent entre les différentes cultures extrêmement facilement. Et en même temps, parallèlement à ce sentiment de forte intégration, un sentiment d'appartenance qui est plus une espèce de tiraillement entre deux. L'expatrié a plusieurs chez lui, il est un peu chez lui ici, un peu chez lui par là. Ils nous disent on est un peu partout, j'ai plusieurs chez moi, mais je suis à 100% de nulle part. Donc il y a vraiment ce sentiment d'un côté d'intégration et ce sentiment de tiraillement entre je ne sais plus très bien où je suis entre les deux. Je ne renie pas l'un, je ne renie pas l'autre, mais je suis vraiment entre deux. Et c'est cette magnifique multiculturalité qui fait aussi la beauté de l'expatriation et qui fait que les gens se sentent accueillis dans leur pays et en même temps toujours appartenir à leur pays d'origine. Merci beaucoup Sabine pour ce point. Ça vaut le coup d'entendre ce que peut nous dire Annie Scaramusino de la région Île-de-France. Donc Annie est responsable mobilité dans l'agence Choose Paris Region qui s'occupe de l'attractivité de la région Île-de-France. Annie, sur cette question de « je suis là mais je ne suis pas là », dans notre tradition française qui est une tradition extrêmement inclusive, en quoi ça a un impact sur votre politique d'attractivité des expatriés ? Merci Alix, merci Sabine. En effet, ce qui nous a interpellés, c'est que l'enquête, elle met en lumière à la fois le besoin d'ancrage des expatriés dans le pays d'accueil et celui de rester en contact avec leurs racines. Et en tant qu'agence d'attractivité de la région Île-de-France, cela nous conforte dans notre volonté d'offrir aux talents étrangers un environnement qui soit à la fois stimulant, enrichissant et multiculturel. Et on le constate au quotidien, quelle que soit la raison pour laquelle les talents étrangers décident de s'installer en Île-de-France, on sait qu'ils peuvent retrouver ici un certain équilibre entre vie professionnelle et vie sociale. Et c'est ce qui va faciliter en fait l'intégration et l'épanouissement de toute la famille. Ils peuvent compter sur la présence d'une importante communauté internationale et cosmopolite, mais aussi d'une offre scolaire internationale variée pour les enfants, et en même temps profiter d'une vie sociale et culturelle intense. Et enfin, les conjoints qui sont à la recherche d'opportunités professionnelles ne sont pas en reste, puisqu'ils peuvent s'appuyer sur un marché du travail qui est assez dynamique et international en Île-de-France. Merci beaucoup Annie pour ce point sur la région Île-de-France. Il y a encore des masses de choses à dire sur ces sujets, surtout sur celui-ci qui était un sujet clé et nouveau. Mais là encore, une fois de plus, il faut juste télécharger la synthèse pour avoir plus d'infos. On finit avec le sujet du retour. C'est un sujet qu'on explore régulièrement avec le baromètre Expat Communication. C'est vraiment un sujet sur lequel on a fait apparaître dans le temps le fait que le retour est plus difficile que le départ, alors qu'il est beaucoup moins accompagné. Sabine, est-ce qu'en 2021, il y a des nouveautés? Est-ce que ça s'est un peu amélioré, pas vraiment?
Malheureusement, pas vraiment. Alors, ça s'est pas vraiment amélioré. Il y a aussi le contexte qui a fait que il y a eu beaucoup de retours précipités, donc des retours qui n'ont pas pu être anticipés. Donc, c'est beaucoup plus difficile dans ces cas-là de rentrer. La tendance est quand même, a toujours été, le chiffre est quasiment le même qu'en 2019, mais a toujours été de dire qu'il était plus facile de partir en expatriation que de rentrer. C'est toujours le cas. Ce que la pandémie a permis d'apprendre ou de confirmer, je dirais plutôt, c'est qu'un retour d'expatriation, c'est une étape à part de l'expatriation et ça se prépare et ça s'anticipe. Et ça, c'est vraiment quelque chose que les expatriés ont dit et redit. Oui, il faut préparer son retour à l'avance et oui, il faut se faire accompagner comme pour un départ, en fait. Un retour, c'est une nouvelle expatriation. Et ce, quelle que soit la durée de l'expatriation. Et ça, c'est quelque chose que tous ont mis en lumière et qu'il faut que chacun garde à l'esprit. Quand on est bien préparé, c'est plus facile que quand on arrive et qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et les deux verbatims que tu as choisis, Sabine, sont extrêmement révélateurs à ce sujet. Entre celui qui dit au bout de 3 ans, je me sens toujours pas vraiment rentrée, et celui qui dit on m'avait tellement dit que ça serait dur que je me suis bien préparée, et au final, ça a été. C'est toujours cette question de l'adéquation entre la difficulté escomptée et la réalité qu'on va trouver, qui fait finalement le succès ou pas d'expatriation. C'est pas tant la difficulté en soi que est-ce qu'on s'est bien préparé pour la hauteur de cette marche-là. Et d'ailleurs, au final, Sabine, c'est quand même la question qu'on se pose. Donc, on voit beaucoup de difficultés, mais quand même, au total, un bilan extrêmement positif. Alors là, dernière question pour toi, Sabine. Est-ce que les expatriés aiment souffrir? Non, les expatriés n'aiment pas souffrir, mais les expatriés ont compris que l'expatriation était quelque chose d'extrêmement positif. Ils en tirent un bilan à 95% plus que positif. Et ce qu'ils mettent tous en avant, c'est que si on se prépare, si on anticipe, la difficulté, elle se surmonte. Là où ça peut être difficile, c'est quand finalement on n'a aucune préparation, aucune anticipation et que on plonge. C'est comme plonger sans même regarder ce qu'il y a en bas avant. Quand on sait à peu près à quoi s'attendre, parce qu'on a toujours des surprises et ce qui fait aussi la beauté de l'expatriation, c'est d'avoir des surprises et de s'émerveiller en permanence du contexte dans lequel on évolue. Le bilan est extrêmement positif et c'est, je pense, la leçon qu'on peut en tirer, c'est que oui, les expatriés rencontrent des difficultés, mais comme tout à chacun, et que oui, l'expatriation est une expérience qu'ils recommandent à 95%. Bravo. Et que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent aujourd'hui, le plan de la facilité, difficulté, et le plan de la satisfaction sont des plans qui sont complètement décorrélés. Donc ça peut être compliqué et néanmoins extrêmement satisfaisant. C'est quelque chose qui gagne à être rappelé. Un grand merci à tous les membres du board qui ont fait l'effort d'être disponibles et surtout de partager ce qu'ils avaient appris avec nous pendant cette année d'enquête du baromètre Expat Communication. Merci une fois de plus à tous les expatriés qui ont répondu aux enquêtes, à tous les partenaires qui ont relayé les enquêtes. Je crois qu'on peut déclarer officiellement le baromètre 2021 clos et lancer avec vous le baromètre 2022. En 2022, on a encore des sujets absolument passionnants. Continue à mesurer l'indice de morale des expatriés, parce que malheureusement, la crise n'est pas finie. Alors, est-ce qu'Omicron sera un bouquet final? Je ne sais pas, mais en tout cas, en ce moment, c'est très, très compliqué pour beaucoup de familles expatriées. Je pense notamment aux mères de famille qui vivent des moments complexes, parce que tous les enfants sont malades. On va travailler donc toujours sur ce niveau de baromètre, sur ce niveau de morale, mais aussi sur des sujets peut-être plus stratégiques. Le monde est à un tournant, j'ai pas peur des mots, télétravail, évolution du lien entre salariat et freelance, et on a Sage parmi nous pour en parler, montée en puissance très forte de la conscience de l'empreinte carbone. Ce sont des sujets qu'on va retrouver dans tous les domaines, pas seulement dans celui de l'expatriation, mais sur tous ces points, l'expatriation est en avant-phase, au cœur du sujet, pour essayer d'identifier quelles vont être les tendances longues sur l'ensemble du reste de nos activités. Donc, on va regarder tout ça avec le baromètre 2022. On va aussi un petit peu parler d'inflation, parce que c'est aussi une des choses qui va probablement marquer 2022. Donc, si les expatriés, vous souhaitez participer aux enquêtes, si jamais vous êtes une entreprise et que vous voulez
benchmarker le niveau de satisfaction de vos expatriés. Si jamais vous êtes un prestataire de service et que vous voulez adapter votre offre en connaissant mieux le marché, n'hésitez pas à nous rejoindre. Nous serons ravis de vous accueillir parmi nous. Et les liens, normalement, s'affichent pour faire partie du panel ou pour rejoindre le board, s'affichent dans les commentaires de ce LinkedIn Live. Les membres du board vont pouvoir, comme le proposait Sabine, aller sabrer le champagne. Je crois qu'il y a Annie qui peut mettre un chapeau pour fêter tout ça. Enfin, voilà. Il y a une ambiance vraiment sympa dans le board. Merci à tous pour ce travail fait cette année. S'il y en a parmi vous et parmi ceux qui nous écoutent qui ont des questions, on peut rester quelques minutes en ligne pour approfondir ces réponses. Vous verrez en tout cas que la synthèse qui est en ligne est rédigée par Sabine, que je félicite encore une fois pour son incroyable travail. Merci Sabine et bravo. Cette synthèse est disponible en ligne en suivant le flashcode qui est là ou le lien qui est dans les commentaires du post de ce live. Donc, est-ce qu'il y a une question parmi vous? Je découvre tous vos commentaires. Donc, je vois des compliments, ça fait très plaisir à lire. Peut-être y a-t-il une dernière question? Non, eh ben merci à vous tous qui nous avez suivis. Et puis, à très bientôt avec la première enquête du baromètre 2022 qui traitera du lien entre expatriation et télétravail, présence physique ou ce qui peut être fait à distance. On sera déjà dans le cœur de nos problématiques 2022. À bientôt à tous.